Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Commence la journée avec une nouvelle qui a secoué un peu tout le monde puisque c'est le 4e meurtre de femme dans un contexte conjugal dans la dernière semaine dans le Grand Montréal. Un autre décès qui est survenu à Saint-Basile-le-Grand en Montérégie tard hier soir. Un assassinat, tout semble pointer vers ça, à coups de couteau par un homme là, qui a tué donc sa conjointe. On pouvait jusqu'à très récemment, Mario, identifier les personnes qui sont impliquées dans ce contexte-là. Mais cet après-midi, un juge a déposé une ordonnance de non-publication parce qu'il y avait un mineur sur place au moment des faits. Faut comprendre que Ce que je comprends, c'est que les deux... D'abord, c'est pas des... c'est des conjoints, mais c'était pas les parents des enfants. Donc, elle, c'était la mère des enfants. Lui, c'était un nouveau conjoint. Ouais. Mais les deux jeunes, un ado... Jeune adulte, puis un adolescent. Un adolescent étaient dans la maison, là. Ouais. Ils disent qu'ils ont assisté à une partie. Fait que, logiquement, quand tu assistes à une partie, tu assistes à la fin. C'est-à-dire qu'au début, ça se passe, t'entends crier, t'entends du bruit, t'arrives. C'est horrible. Ouais, absolument. Comme scène horrible. ou comme situation. Ou... Parce que c'est comme si pour eux, là, c'est leur beau-père. Puis ça, je sais pas combien de temps, là. 3-4 ans, c'est ce qu'on dit. Tu sais, bon, est en train d'assassiner ou vient d'assassiner leur mère, là. Oui, on parle d'un coup de couteau au niveau du cou. Elle aurait perdu tellement de sang qu'à l'arrivée là, vraiment des services d'urgence, on pouvait constater que c'était la fin. Puis c'est effectivement ce qu'on a confirmé par la suite, rendu au centre hospitalier. C'est un des enfants, d'ailleurs, qui aurait appelé le 911, justement, pour qu'on puisse avoir des secours sur place. Et comme, donc, l'adolescent, lui, est mineur au moment des faits, une ordonnance de non-publication qui est tombée là, par rapport à l'identité et de la femme de 51 ans qui est décédée et l'homme de 53 ans qui va être accusé là, vraisemblablement du meurtre de la femme. Puis quand je dis un 4e, c'est qu'il y en a eu d'autres. Le vendredi dernier, on se souviendra là, des femmes qui ont été assassinées. Fabio Puglisi, 44 ans, qui s'en est pris à sa mère, qui s'en est pris également à 2 voisines qui tentaient d'intervenir. Il y a également lundi dernier Jean-Guy Forêt, un homme de 82 ans, on l'oublie, qui a tué à coups de couteau sa femme de 80 ans, Lorraine Marcelet, et qui s'est enlevé la vie là, par la suite avec une arme à feu. Là. Donc, il n'y aura pas de procès, on se comprend, c'est un meurtre suivi d'un suicide. Mais quand même, en l'espace de peu de temps, Mario s'en fait beaucoup. C'est une très, très, très mauvaise semaine. En fait, chaque cas est complètement différent, là, complètement distinct. Dans ce cas-ci, on sait comme rien là, du pourquoi, de ce qui s'est passé dans un quartier résidentiel que je connais un petit peu, là, pas très loin de chez nous, tranquille. On sait vraiment rien de ce qui a pu arriver. Actualité. Toujours dans les affaires judiciaires, un dossier, Mario, que je qualifierais de double. Hein? S'il y a 2 enjeux qui sont assez prioritaires dans tout ce qui est justice ces temps-ci, ben alors on va les nommer. Les délais dans le système de justice, qui font en sorte qu'il y a des criminels qui ressortent essentiellement, le passez go, ne réclamez pas 200$, mais sortez gratuitement de prison. Et de l'autre côté, on le sait, le vol de voiture avec le sommet dans les dernières semaines, justement pour pallier à tout ça. Mais en voici une nouvelle qui associe les deux, Mario, parce qu'on a appris là, dans un dossier qui a été rendu public dans les derniers jours qu'il y a 3 jeunes voleurs de voitures mais qui ont dû être essentiellement relâchés. Toutes les poursuites contre eux ont été abandonnées à cause des délais judiciaires, justement, et de l'arrêt Jordan prononcé par la Cour suprême. Donc, 3 jeunes de 26 à 27 ans, James Risk, Alitrad et Obeda Borgol, qui donc vont essentiellement redevenir libres comme l'air, Mario, malgré... Je pensais que tu allais dire qu'ils vont redevenir des voleurs de voitures, mais j'allais te dire, mais là, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont arrêté? Ouais, ben là, on peut peut-être présumer de leur bonne foi, Mario. Ça leur a peut-être fait peur, tout ça, le dans le système de dans justice. Le droit chemin. Peur, tu dis? Hey, ils ont été arrêtés, sont allés au poste de police, l'avocat a fait « Pout! » Sont ressortis, ouais. Puis ils n'auront pas de procès. C'est terrifiant comme expérience. Tabarouette. Eux autres, ils se disent, ils volaient des voitures au Québec, là, c'est sévère. Je te dis, tu veux pas te faire pogner. Pis ça, déjà, c'est parce qu'ils ont été soit pas chanceux ou vraiment épais et maladroits. Parce que les chances de se faire attraper, là, peut-être que maintenant, la police, tu sais, depuis, mettons, quelques semaines, je sens que la police prend plus ça au sérieux. Mais durant l'année 2022-2023, le risque de se faire prendre, là, fallait que tu mettes un drapeau sur le char ou une pancarte voiture volée, là. T'sais. Ou que la police déploie vraiment les grands moyens, Mario. Puis c'est ce qui est arrivé, parce que c'est en 2021 là, qu'on a mis dans la mire là, ce groupe de voleurs-là, les 3 jeunes, avaient quand même une manière de faire assez inventive, merci. Ils allaient louer des véhicules haut de gamme, des locations de véhicules de luxe qui se font
allait voler un de ses véhicules. Ben, pas le voler, il louait plutôt. Puis après ça, ben, pendant qu'il l'avait, faisait une copie de la clé puis installait un GPS dans le véhicule. Fait que la fois d'après, quand quelqu'un d'autre allait louer le véhicule, ben, il suivait avec le GPS, se rendait où il était, prenait avec la clé qu'il avait faite et hop, il disparaissait, il levait les pattes avec l'auto. Et là, on a dû les prendre en filature là, sur au-dessus d'un mois des policiers qui ont été mobilisés et de Montréal et de l'Ontario là, pour être capable de surveiller ces jeunes-là. On s'est rendu dans un garage de Montréal-Nord. On a vu qu'ils étaient en train de trafiquer avec les autos. Puis c'est ce qui finalement a permis d'arrêter les jeunes. Mais là, il y a des policiers qui doivent sacrer, Mario, parce qu'on a dépensé du temps, de l'argent. Pour rien. Finalement, ben oui, tout ça, finalement, pour rien. Puis pour le juge, on dit que c'est vraiment là, la couronne qui a commencé à mal gérer l'affaire. Puis le juge était prêt, là, il avait son tumouche, tout était prêt à leur taper ses doigts, là. Avec un tumouche? Ben, peut-être une règle, peut-être juste avec ses mains, tu sais, comme. Ah! Vilain voleur de voiture. Oui. Vilain. Retourne chez vous, puis vole-en plus, parce que là, je suis vraiment pas content. Mais heureusement, se sont épargnés. Parce que les prisons, puis tout ça, c'est pas au Québec, là, c'est pas pour ça, là. Non. Ben non. C'est pour qui, les prisons? Peut-être à une troisième offense, là, on pourrait te la faire visiter. Oui, là, on va prendre la cuillère en bois cette fois-ci pour te taper ses doigts. Mais non, c'est encore une histoire qui rappelle au-delà de notre sarcasme. Ben, c'est quand même. Du sarcasme, c'est à peine du sarcasme, c'est plus proche de la réalité. Là. C'est pas mal ça, là, la justice, là, dans des cas comme ça. Puis c'est pas pour rien là, que ça s'est développé. Parce que les voleurs, une fois que t'as accepté, tu sais que tu es prêt, tu veux te faire recruter dans le crime organisé, tu es prêt à faire de l'argent croche, de l'argent vide, de l'argent croche, mais tu n'as plus cette fierté de ne pas avoir un casier judiciaire, tout ça. Donc, ça devient une balance des inconvénients. Tu sais, tu mesures ça, là, coût-bénéfice. Tu sais, comment ça me coûte? C'est quoi mon risque? C'est quoi l'achat? Fait que, tu sais, j'ai un risque de me faire attraper, pogner une petite amende. Si je vole l'auto, je la remets, je fais 5 000 $. Je veux dire, tu sais, dans la balance, le coût-bénéfice, 5 000 $, la balance, là. Ouais. Tu sais, si tu disais, OK, mais là, le reste, tu te fais prendre, là, c'est 6 mois en prison, 1 an en prison. Là, OK. Puis t'as des grosses chances de te faire prendre parce que la police, là, ils sont sur le cas des voiles. Mais là, la balance, écoute, tellement d'argent à faire, si peu de risques et si peu de sévérité des sanctions, hey, c'est un risque que tu prends en masse, là, c'est pas pour rien qu'ils s'envolent autant. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Un autre dossier qui est revenu dans l'actualité, là, peut-être que la coalition Avenir Québec avait hâte de passer à autre chose. Ils ont arrêté de prendre le financement. D'un cocktail, les ministres iront plus. Mais c'est pas fini. Là, c'est le directeur général des élections du Québec qui a annoncé avoir déclenché une enquête là, par rapport au cas qui a été très médiatisé. Celui du couple d'Élisabeth Rivera et d'Antoine Bittard, couple endeuillé par la perte d'un enfant, qui se sont rendus, je le rappelle, pour la somme de 100 $ chacun, donc 200 $. Un cocktail où se trouvait la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, dans le but de présenter leurs arguments pour, entre autres, faire avancer le dossier du point 05 là, qui a été amené par les libéraux dans les dernières semaines. Et là, c'est une enquête formelle qui est faite parce que, on pourrait, là, si jamais on découvre que la coalition Avenir Québec a bel et bien fait miroiter justement une présence non, directe. pas faire miroiter. Il faut vraiment que tu aies vendu l'accès. Oui. Parce que si tu as fait miroiter la présence, c'est ce que tous les partis font pour tous les conférenciers. Tu dis, elle va être là. C'est vraiment que tu as vendu l'accès. Tu as dit, là, vous achetez des billets, là, puis c'est votre façon de rencontrer. Puis à la limite, je dirais, il faudrait quasiment qu'il l'ait mis par écrit, là. Parce que là, sinon, je sais pas comment tu vas prouver ça. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Tu vas être dans un flou artistique. Oui. Moi, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a aussi, il semble aussi y avoir une enquête sur le fait qu'ils ont voulu rembourser. Ils ont dit publiquement qu'ils allaient rembourser l'argent. Et c'est interdit de rembourser, c'est illégal. Ça marche pas comme ça, tu peux malheureusement. Pas rembourser, c'est fou, là, mais tu peux pas rembourser. Ouais, puis on voulait le faire, puis en plus avec un versement, un don à l'organisme. Ça, tu pourrais le faire. Tu peux toujours faire un don à une tierce personne, à un organisme de charité. Voilà, mais c'est quand même. Tu peux pas dire que tu peux pas rembourser l'argent. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est non conforme parce que tout ce qui est une contribution non conforme, ça doit être retourné au directeur général des élections qui, eux, doivent le remettre à pression au ministère des Finances. Mais là, ça fonctionne pas comme ça, donc ils vont devoir, là, comme ça rentre dans une catégorie de dédommagement, ils vont, la CAQ, devoir eux-mêmes rembourser le directeur général des élections du Québec pour ça et devoir, après ça, le mettre dans le rapport financier annuel du parti. Donc, pour l'instant, cette section-là semble pas avoir d'énormes irrégularités, mais quand même, c'était pas ce qui était le chemin normal à faire, puis ça ramène, malheureusement pour la CAQ, encore le dossier dans la lumière. Oui, c'est ça. Mais pour le reste, le dommage est fait. Moi, je pense que le dommage, je sais pas qu'il y a une affaire administrative. Le dommage, c'était qu'un couple endeuillé se soit fait demander de l'argent pour assister à un cocktail.
Ça a choqué la population. C'est là qu'a eu lieu le dommage. Aujourd'hui, ça veut juste rebrasser un petit peu l'affaire, mais c'est pas... le dommage, il est pleinement accusé à ce moment-ci. Là. Tout savoir en 24 minutes. Une autre nouvelle qui risque de nous plaire, Mario, celle-là ou pas? Non, de nous choquer. De nous choquer, de nous... Puis ici à Cube Radio, puis à Tout savoir en 24 minutes, à l'émission de Mario, on s'est trouvé une mission depuis longtemps. C'est de régler le problème de la surpopulation de cerfs au Québec, Mario. Qui est assez simple à régler. Dernière fois, tu avais proposé une solution qui n'avait pas été aimée, particulièrement par certains auditeurs. J'avais déjà été sarcastique en disant... c'est parce que je répondais aux gens qui disent qu'on devrait pas, par des moyens comme humains, là, les armes ou tout ça, des moyens humains, réduire la population de cerfs, qui veut des moyens écologiques. Mais le seul moyen vraiment de la nature, c'est des prédateurs. Ce qui équilibre toutes les populations sur Terre, c'est un équilibre entre les prédateurs et les populations. C'est que là, il faut que tu ramènes... Mais il n'y a pas 1 million de prédateurs du cerf. Oui, il y a les loups. Il y a surtout le loup. Ça, c'est pas le fun dans un parc de Longueuil. Amener des loups à Longueuil, c'est sûr que c'est audacieux. Mais quand j'avais soulevé l'idée, certains de nos auditeurs avaient mal réagi, effectivement. Là, il y a peut-être des Montréalais de l'Est de l'île qui vont mal réagir si on propose la même chose. C'est grave, là, c'est parce que là, c'est une maladie humaine qui revient et on n'est pas sûr à 100%, mais probablement par la surpopulation de cerfs. Oui, puis c'est ce qui est étudié en ce moment, là, entre autres, là, par les biologistes à Montréal qui sont en train de regarder la corrélation qu'il y a entre le nombre de cas déclarés de la maladie de Lyme et la surpopulation de cerfs qui continue de s'accélérer dans l'est de l'île. Parce qu'on sait que le cerf de Virginie est porteur de la tique à pattes noires, qui est une des tiques, justement, qui peut porter la pathologie de Lyme. Le problème, c'est qu'après ça, de le démontrer en corrélation directe, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des biologistes, justement, qui sont sur le terrain, en train de faire des prélèvements, en train de ramasser des tiques pour voir exactement ce qui se passe. Parce que, je le simplifie un peu, là, une tique va pas nécessairement avoir la bactérie en elle. Pour ça, il faut qu'elle ait mordu un animal qui porte la bactérie de Lyme. Habituellement, c'est les souris. C'est sur ça que ça arrive. Donc, il pourrait y avoir des cerfs de Virginie avec des tiques qui sont complètement bénignes, là, qui n'ont pas la bactérie en tant que telle. Porteurs, c'est ça. Voilà. Mais plus tu as de tiques dans l'environnement... C'est la raison, ce que tu dis, pour laquelle on demande aux gens, quand vous faites piquer, là, vous dévissez une tique sur votre jambe, par exemple, vous avez été piqué, gardez la tique, mettez-la dans un Ziploc et amenez, c'est très important, amenez-la dans un laboratoire avec vous parce que il faudra examiner la tique pour savoir est-ce qu'elle est porteuse. Donc, est-ce que vous êtes... Si la tique n'est pas porteuse, c'est une piqûre merdique d'un insecte, pas plus grave que ça. Si la tique est porteuse, vous venez d'attraper la maladie de Lyme et c'est quand même assez grave. C'est pas pareil d'une personne à l'autre, mais c'est des conséquences dans certains cas. C'est des années de vie gâchée. Oui, puis au minimum, vous devez être suivi là, parce que c'est une maladie, justement, qu'on comprend tellement mal en ce moment qu'il va falloir être suivi là, minimalement. Et donc, plus il y a de tiques qui viennent avec l'augmentation de la population de cerfs, parce qu'ils adorent mordre ces animaux-là, mais plus il y a de tiques, plus il y a de chances que des tiques mordent des souris, plus il y a de tiques qui mordent des souris, plus il y a de chances qu'il y ait justement de la maladie de Lyme qui se propage de cette manière-là. Parce que là, il y a vraiment une augmentation des cas de maladie de Lyme à Montréal qui ont augmenté dans les dernières années. On est passé de 24 en 2014, on était rendu en 2021 à 98, ça a redescendu à 87 en 2023. Remarque que la maladie de Lyme augmente au Québec. Elle a commencé à apparaître sur le long de la frontière là, des États-Unis, Estrie, Montérégie. Puis à 7 ans, là, on en a trouvé dans le centre du Québec, plus dans la région de Montréal, même au nord de Montréal, un peu, je pense, dans la région de la Mauricie, Port-Neuf. Donc la zone touchée s'étend, mais ça se peut qu'il y ait une accélération, et je pense que c'est l'hypothèse qui regarde, qu'il y a une accélération à cause de la surpopulation de chevreuils. Sincèrement, je ne savais pas que la surpopulation de chevreuils, oui, on le sait, là, pour Longueuil, Montérégie, parc des îles de Boucherville, parc du Mont-Saint-Bruno, je pensais pas que ça touchait aussi l'Est de Montréal. Oui, c'est peut-être la nouvelle qui est surprenante là-dedans, mais il y a des cheptels de cerfs de Virginie qui se promènent puis qui sont en augmentation constante. Le problème est le même à Montréal que dans ces autres régions-là. Puis à chaque fois, comme tu le dis, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs, les animaux se multiplient, ils vont manger la végétation autour. Puis là, sur l'île de Montréal, on va finir par voir apparaître les mêmes problèmes que tu connais très bien là, dans la région du parc du Mont-Saint-Bruno. C'est parce qu'il y a du monde qui se font manger leur headset sur un moyen temps aussi. Puis leurs fleurs, puis qui se font manger tout. Plus, évidemment, l'autre conséquence, c'est les accidents de voiture. Là. Oui. Quand il y a beaucoup de cerfs, il finit par en avoir qui traversent toutes sortes de routes. Puis là, le cerf est blessé, l'automobiliste est peut-être blessé. Mais donc, c'est... De toute façon, on le voit dans le parc Michel-Chartrand, là, ça finit par détruire la végétation, là, les espèces, ça finit par tout manger ce qu'il y a en bas d'une certaine hauteur. Là. Mais là, on est pragmatique ici, Mario. Qu'est-ce qu'on fait?
Dans l'est de Montréal? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, sincèrement, j'ai pas vu de plan. J'ai jamais entendu parler de la surpopulation. Mais je peux te dire une chose, si la mairesse de Montréal regarde ce qui est arrivé à Longueuil, là, hey, écoute, tu veux pas toucher à ça à Montréal, là. Puis non seulement le problème politique, mais au-delà de ça, jusqu'aux dernières nouvelles, à moins que ça ait changé, la mairesse Catherine Fournier à Longueuil est encore suivie par des agents du service de police de l'agglomération de Longueuil parce qu'elle reçoit des menaces de mort sur ce dossier-là. À mon avis, Montréal serait 10 fois pire. Là. 10? À suivre. On a plein de solutions pour vous. On vous revient avec ça. Tout savoir en 24 minutes. On a eu droit, chez nos collègues du journal, à une très rare rencontre. C'est la journaliste Laura Lamontagne qui a pu avoir en entrevue l'un des membres de cette grande société. Là. On appelle ça maintenant Ethical Capital Partners. Ça vous dit probablement absolument rien. C'est les gens qui sont derrière Pornhub, hein, entre autres, dans les grands groupes montréalais. En français, ça serait comme les partenaires du capital éthique. Très éthique, tout ça, n'est-ce pas? C'est un nom... Mais c'est le virage éthique que prend maintenant... Pornhub et les autres. Si dans le passé, il y eut des manques à l'éthique, c'est fini. Ils seront désormais réglés. Voilà, c'est dans le nom. C'est ce que ça induit. Voilà. Mais oui, parce que c'est cette société-là qui avait racheté la société mère derrière Pornhub, RedTube, YouPorn et j'en passe. Toutes sortes de sites porno très, très populaires, dans les plus populaires du globe, et qui a été racheté là, en 2023. Donc, ils ont racheté ILO, qui était la société derrière tout ça. Et là, maintenant, on a pu avoir une entrevue du côté du journal avec Solomon Friedman, qui est le vice-président de la conformité. C'est comme ça qu'on appelle ça là, chez, justement, Ethical Capital Partners, puis qui est venu, lui, discuter des solutions qu'eux avancent pour être capables de réguler tout ce qui est accès aux sites de pornographie. Parce qu'en ce moment, il y a un projet de loi qui a été déposé là, par la sénatrice Julie Méville-Deschênes, qui était d'ailleurs un peu plus tôt dans l'épisode de Benoît Dutrisac, qui était en train de discuter justement de ce projet-là. Pardonnez-moi, Benoît Dutrisac, je veux dire, avec Sophie Durocher, et qui venait ramener justement sur la table son projet de loi, mais surtout l'obligation de s'identifier quand on veut rentrer sur un site porno. Parce qu'en ce moment, je vais pas te choquer, Mario, en t'apprenant que tu cliques avez-vous 18 ans ou plus? Oui ou non? Si tu cliques sur oui, ça t'amène dessus. Et si t'as 14 ans, tu cliques sur oui, tu viens de mentir? C'est vrai? Tu viens de mentir? Puis là, t'as accès à de la porn. Oh non! Toutes les conséquences qui viennent avec. Oh non! Ben oui, c'est vraiment ce qu'on... Mais là, tout le long que tu la regardes, tu te sens mal parce que tu t'as menti au départ. C'est vrai que t'as menti. Puis là, t'as menti à une société qui s'appelle Ethical Capital Partners en plus. En plus, t'as menti, des gens porteurs de l'éthique, là. Voilà. Et donc, c'est en ce moment ce qu'on étudie à Ottawa. Ça t'enlève toute idée mauvaise, là. Je veux dire, veux pas, t'es dans un état de malaise. Hey, moi, j'ai menti, là, j'ai coché. Ce qui te permet d'arrêter, d'apprécier ce que t'es en train de faire comme activité. T'as peut-être raison, après, Mario. Si ta mère découvre que t'as menti... Capital Partner, Capital Ethical Capital Partners. Oui, bon. Voilà, oui. bon. Mais oui, parce qu'en ce moment, on rit, mais on est en train de... Ta mère rentre, là, elle se met à hurler, là. T'as menti! Elle sort le petit-mouche du juge. Elle sort le petit-mouche du juge, elle tape ses mains. C'est vrai. Excuse-moi, je pense que je t'ai dérangé, oui. Non, c'est correct. Moi aussi, j'ai à cœur les intérêts de Ethical Capital Partners et des jeunes de 14 ans qui regardent de la porno sans en avoir le droit. Bien sûr, on cherche... Ils ont coché la mauvaise case. Ils ont coché la mauvaise case, c'est une erreur de bonne foi. Tu l'as coché par erreur. La bonne foi, là, c'est un autre... là, je sais pas si ta mère peut crier. Dis, je l'ai coché la mauvaise case de bonne foi. Je n'ai pas fait exprès. Tu plaides l'erreur de bonne foi. Voilà. Bon, ça dépend de la mère que tu as, peut-être. Donc, on est en train d'étudier à Ottawa des solutions pour être capable de, justement, de réguler l'âge sur le site, vu que, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas, en ce moment, efficace. Et on a déjà fait des expériences comme cela dans certains États des États-Unis. On parle, entre autres, en Louisiane, maintenant, c'est obligatoire de vérifier l'âge des utilisateurs, même avec une pièce d'identité qu'on doit envoyer dans ce cas-ci. Puis le trafic sur les sites porno, c'est 80%, Mario. À la minute où on a commencé à faire ça sur les sites. Oui, et à ce qui paraît, c'est assez dévastateur. Merci. Mississippi, Arkansas, Utah, c'était tellement sévère, je le mets en gros guillemets, pour la maison mère de Pornhub. C'était assez sévère pour qu'on refuse tout simplement de continuer à afficher les sites porno dans ces États-là, vu la nouvelle réglementation. Et maintenant, ce qu'on dit du côté de Ethical Capital Partners, c'est que pour eux, ils ont tellement à cœur la protection de la vie privée de leurs usagers qui disent « ça n'a pas de bon sens de nous envoyer comme ça des pièces d'identité pour être capable d'affirmer votre âge. » Ce sur quoi ils ont peut-être partiellement raison, Mario. Mais, selon eux, leur solution qu'ils proposent en entrevue au journal,
c'est de demander à Apple, à Microsoft puis à Google eux-mêmes, qui produisent les téléphones et les ordinateurs, de par eux-mêmes s'assurer quand tu achètes un appareil que ton âge est régulier. On refuse de dire pour l'instant s'il y a des négociations qui se font avec ces autres gros géants du web. On s'entend, ça serait pas un petit changement à affecter dans ce cas-ci. Ouais, ben écoute, techniquement, là, ça pourrait être la technologie au service d'un véritable contrôle des âges. Là. Oui. Mais on dirait que ça va être dur à gérer pour que personne triche, là. Oui. Puis, es-tu en train de me dire que certaines personnes vont vouloir tricher au nez et à la barbe de Ethical Capital Partners? Mais je voudrais dire que même s'il faut que tu mentes à Apple et à ta compagnie de cellulaire, d'après moi, il y a des jeunes de 16-17 ans qui vont le faire, ouais. Oui, puis d'après moi, il y a du monde qui vont trouver rapidement un moyen de contourner ça. Je sais pas. Économie. Alors qu'en 2018, on légalisait le cannabis au Canada, ben on a eu une espèce de ruée vers l'or vert. À ce moment-là, beaucoup de gens qui soit investissaient dans des actions liées au cannabis, soit partaient eux-mêmes leur propre licence de cultivation et de production de cannabis. Le problème, c'est que... il y a trop de monde qui se sont lancés là-dedans. Ouais, un peu trop de monde peut-être, puis c'est ce qui vient, entre autres, mais affecter le marché du cannabis, alors que depuis 2021, là, il y a au moins 6 faillites, dont certaines qui sont assez majeures, merci, qui ont été notées au Québec et recensées par nos collègues. Même les actions des compagnies de cannabis, il fallait que tu les vendes là, quelques mois ou l'année après la légalisation, parce que au cours des dernières années, des compagnies, des actions qui étaient montées à 20-30$, c'est tout revenu à quelques cents. C'est tout revenu. Ça a perdu, dans certains cas, 90-95% de sa valeur. Là, je pense que les meilleures compagnies sont reparties un petit peu à la hausse. Ça va se stabiliser. Oui. Les faillites vont épurer le marché. Mais le rêve que ce soit la ruée vers l'or, le Klondike, il y a bien trop de monde qui se sont lancés là-dedans. Là. Ouais, puis en plus de tout ça, on parle de réglementations qui sont, dans l'industrie, semble-t-il, assez sévères. Là. Les critiques qui ressortent toujours, c'est que c'est difficile, par exemple, de gérer la relation avec la SQDC québécoise, qu'ils peuvent pas octroyer des permis comme en continu. Fait que, tu sais, des fois, pour une saison, par exemple, pour une année, ben, tu vas pouvoir vendre à la SQDC, mais c'est pas garanti que ça se poursuive après. Fait que ça se peut que tu perdes ton gagne-pain de ce côté-là. Il y a aussi le marché noir qui a encore une certaine attraction parmi une frange de la population. Puis il y a un fardeau fiscal aussi qui est imposé dans le sens où tout ce qui est cannabis peut pas avoir de fonds publics. Donc, c'est toujours 100% du privé, ce qui fait en sorte qu'on manque de liquidité. Là. C'est vraiment le problème numéro 1 dans l'économie actuelle. OK, t'as pas accès à aucun prêt aux petites entreprises, t'as accès à rien du tout. Là. Absolument rien, parce que ça touche l'industrie du cannabis. Donc, c'est vraiment une difficile période là, pour les compagnies, les producteurs de cannabis. Comme tu le dis, on s'attend à ce que ça se normalise éventuellement. Mais pour ça se normalise. Malheureusement, les faillites font partie de la... Tu sais, quand il y a trop de joueurs qui se lancent dans un secteur... que les plus faibles ou les plus petits ou les moins habiles tombent au combat, ça fait partie du triste processus de normalisation. Là. Le Monde. Et que ça fait réagir cette une du New York Post sortie plus tôt aujourd'hui, alors qu'on explique là, que du côté de la patrouille frontalière américaine, d'une petite ville là, qui se trouve tout près de la frontière justement entre le Québec et les États-Unis, dans la ville de Swanton, on a suggéré aux habitants de s'armer, ni plus ni moins, quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire de ce côté-là de la frontière que d'une autre peut-être, mais en raison du grand nombre de migrants illégaux qui traversent la frontière pour se rendre soit des États-Unis vers le Canada ou du Canada vers les États-Unis. Là, mais c'est surtout ça, là, la nouvelle tendance, c'est des Mexicains qui, plutôt que de s'essayer de passer à la frontière, hyper surveiller la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la frontière sud des États-Unis, se disent pas mal plus simple, ça coûte quelques piastres, pas mal plus simple de payer 300-400 piastres, prendre un avion, débarquer à Toronto ou à Montréal à l'aéroport, puis là, les traversées de la frontière, il semble-t-il qu'il commence à avoir des groupes de passeurs pas mal organisés. Là. Ouais, qui vont même se créer des groupes, par exemple, sur Facebook pour être capables d'organiser des départs. Il y a des passeurs qui deviennent de plus en plus efficaces ou intelligents dans la manière d'organiser des passages comme ceux-là, ce qui fait en sorte que ça se multiplie puis que les gens sur place, eux,
ont peur parfois, là, parfois sans, parfois avec raison, et que ça devient un fléau dans cette petite région-là. Puis je termine, Mario, rapidement en disant qu'une autre tuile qui est tombée aujourd'hui là, sur la compagnie Boeing, qui en arrache déjà depuis que le 5 janvier dernier, la porte d'un de ses avions d'Alaskan Airlines s'était détaché en plein vol. Cette fois-ci, en Europe, on parle d'un pare-brise là, en avant, là, où il y a la cabine de pilotage d'un Boeing 737 MAX, encore une fois, qui s'est fissuré en plein vol, heureusement. Mais qui a pas éclaté, là, qui a craqué. Ça a craqué, là. Tu sais, vraiment, là, t'as vu comme une grosse craque qui s'est faite dans le pare-brise lui-même. Heureusement, pas eu de blessés, pas eu de mort. On a pu atterrir sans souci, mais... Pas parce que je suivais un camion puis reçu une roche, là. C'est un peu plus difficile à faire dans le ciel, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.